Il s'agit d'une présentation en 3 parties sur la bonne pratique de laboratoire ou BPL. Et pour éviter toute confusion, une distinction est faite entre GLP, qui s'applique aux procédures de laboratoire clinique, et GLP en assurance qualité. Dans certains aspects, les procédures de laboratoire clinique et analytique convergent. Cependant, les BPL cliniques dépassent le cadre de cette présentation, qui se réfère spécifiquement à la bonne pratique de contrôle en laboratoire ou GCLP. Cette présentation est conçue pour le personnel travaillant dans les laboratoires de contrôle de la qualité analytique et microbiologique, et l'objectif est de mettre en évidence certains des principes de base pour la conformité avec les BPL. La BPL est une partie essentielle et intégrale de la bonne pratique de fabrication ou BPF, et la bonne pratique de fabrication pharmaceutique est généralement définie comme la combinaison de procédures et de systèmes conçus pour garantir qu'un produit médicinal est fabriqué avec la bonne qualité à chaque fois. Dans le concept de bonne pratique de fabrication, GMP, il y a le principe sous-jacent que tout le personnel doit être correctement formé pour les tâches auxquelles ils sont destinés et être conscient de leurs responsabilités et limites d'autorité. Pour tout le personnel de laboratoire, cette formation doit inclure les BPL. La formation doit être formelle et faire partie d'un programme continu, et les détails de la formation doivent être enregistrés, y compris les évaluations pour démontrer la compétence d'un technicien à effectuer des opérations et des tests spécifiques, et cela nous amène immédiatement à l'un des principes de base des BPL. Même si vous êtes qualifié pour effectuer un certain essai ou une technique aseptique, vous devez suivre les instructions écrites telles qu'elles sont définies dans les procédures opératoires standards et les méthodes d'analyse. Voici un exemple simple. Si la méthode vous indique de diluer 1 ml d'un échantillon original à 250 ml directement, il est déconseillé de le faire en 2 étapes. En d'autres termes, 5 ml pour 100 ml, puis 2 ml pour 25 ml. Voici une autre situation qui pourrait également affecter la précision du résultat. Cette fois, une promenade dans l'incubateur, comme le rappelle que les échantillons microbiologiques doivent être incubés pendant la durée correcte et à la température correcte, toute déviation signifie que le test sera totalement invalide. Disons que vous cherchez des impuretés en utilisant la chromatographie sur couche mince. Si vous décidez de terminer le test avant que la phase mobile ne soit montée au niveau spécifié, et que toutes les impuretés ne parviennent pas à se séparer du composé parent, vous pouvez vous retrouver avec ce qui semble être un échantillon exempt de contamination. Mais ce n'est pas le sujet. Le fait est que vous ne suivez pas la procédure établie. En essence, donc, les BPL ne peuvent pas modifier la qualité du produit, mais une mauvaise pratique de laboratoire peut contribuer à une évaluation ou une décision inexacte entraînant la mise en vente d'un lot de produits défectueux. GLP commence généralement ici, dans la section de réception des échantillons du laboratoire, et nous supposerons que les procédures d'échantillonnage correctes ont été suivies et que les échantillons sont représentatifs des matériaux dont ils ont été prélevés. Si l'échantillon est une poudre fine dans un sac en plastique, assurez-vous que le sac ne fuit pas. Et si c'est un liquide, vérifiez que le bouchon est bien fermé, car si ce n'est pas le cas, le liquide s'évaporera et il pourrait être susceptible de contamination microbiologique lors de son transfert au laboratoire. Cependant, la première étape consiste à vérifier que chaque échantillon est correctement étiqueté. Maintenant, cette information correspond à la documentation reçue avec le matériel. N'oubliez jamais que l'étiquetage clair lors de l'échantillonnage est absolument essentiel pour éviter toute confusion ou erreur. Les détails de l'échantillon doivent être entrés dans le système d'enregistrement du laboratoire comme moyen de contrôler ce qui entre dans le laboratoire, ce qui en sort et quand. Les détails enregistrés devraient inclure la date à laquelle les échantillons ont été prélevés, le nom du produit, le fournisseur, et le numéro de lot du fournisseur, la quantité, et ainsi de suite. C'est aussi une bonne pratique de laboratoire de contrôle de signaler à la supervision si vous remarquez quelque chose d'étrange dans un échantillon, comme une couleur légèrement différente qui se développe lors d'un test d'identité, une texture ou une odeur inhabituelle, ou toute question concernant la documentation.
les échantillons doivent également être correctement stockés avant l'analyse pour éviter le risque de détérioration ou de gâchis car il y a toujours un délai qui suit l'échantillonnage avant que le travail ne commence sur l'analyse. Il est également facile, par exemple, de laisser un échantillon sous un soleil fort, ou de laisser le dessus ouvert, mais n'oubliez jamais que des informations critiques provenant d'échantillons comme ceux-ci peuvent être nécessaires à une date ultérieure pour gérer une réclamation de client ou la révision d'un changement de processus. Les mêmes principes s'appliquent aux échantillons conservés ainsi qu'aux échantillons de stabilité, alors assurez-vous qu'ils sont également correctement étiquetés et stockés comme vous l'attendriez pour la conformité au BPL. Nous portons maintenant notre attention sur l'équipement. Même le technicien le plus qualifié ne peut pas effectuer correctement les tests à moins que l'instrumentation et l'équipement de laboratoire ne soient en bon état de fonctionnement. Chaque pièce d'équipement de laboratoire doit être étalonnée à des intervalles appropriés et régulièrement entretenue conformément aux procédures écrites établies. Il devrait également y avoir une indication lorsque la prochaine calibration ou maintenance est due. Un registre à jour devrait être conservé à cet effet. Les autoclaves de laboratoire et les fours à air chaud doivent être validés à intervalles programmés. Il doit également être calibré pour garantir une distribution uniforme de la température, et, encore, des enregistrements doivent être conservés avec les résultats. Il devrait y avoir une procédure opérationnelle standard pour tous les éléments d'équipement de laboratoire détaillant leur méthode d'utilisation, y compris les normes minimales de performance. En effet, c'est une autre règle de base des BPL que vous n'utilisez jamais un instrument ou un appareil d'enregistrement s'il ne répond pas à sa spécification ou s'il n'a pas un certificat de calibration à jour. N'oubliez jamais de vérifier un appareil de mesure avant de l'utiliser. Si vous le faites à la fin d'un test et découvrez ensuite qu'il a besoin d'ajustement, cela signifie que la mesure ne peut pas être fiable, et le test devrait être refait. Si un instrument ne fonctionne pas correctement, ou si vous soupçonnez qu'il ne fonctionne pas correctement, informez la supervision afin que quelque chose puisse être fait à ce sujet. Même si cela vous donne la mesure que vous attendez, si sa performance n'est pas à la hauteur des spécifications, vous ne saurez pas si c'est la bonne mesure. Si vous devez déplacer une balance d'un banc à un autre, elle doit être recalibrée et vérifiée dans sa plage de travail normale après avoir été déplacée et avant d'être utilisée, et n'oubliez jamais de niveler la balance à son nouvel emplacement. L'étalonnage des verreries volumétriques, comme les pipettes, les flacons volumétriques, les tubes à essai gradués et les burettes, peut également être crucial. Donc, à moins que ce ne soit de la verrerie de Grada, il est prudent de vérifier l'étalonnage du fournisseur. En effet, il n'est pas inconnu que l'étalonnage de la vaisselle de classe A soit défaillant. L'analyse chimique est une science très précise, et donc une petite erreur dans un article de verrerie, comme un bout cassé du PET, pourrait causer une erreur appréciable dans les résultats. En effet, c'est une bonne pratique de laboratoire de vérifier régulièrement la verrerie pour détecter tout dommage avant de l'utiliser. Les réactifs et les étalons de travail préparés dans le laboratoire doivent être validés et documentés, et ils doivent pouvoir être tracés jusqu'à un étalon primaire. La concentration d'une solution, par exemple, peut être un facteur critique pour obtenir un résultat valide. Les réactifs de laboratoire doivent être correctement étiquetés avec une référence claire au dossier de préparation du réactif ainsi que la signature de la personne qui l'a préparé. Et, bien sûr, un réactif ne doit jamais être utilisé après sa date d'expiration sans réévaluation par une personne autorisée à effectuer la procédure. Les milieux de culture microbiologique doivent démontrer qu'ils peuvent soutenir la croissance des micro-organismes par des tests nutritifs, et cela doit être effectué avant leur utilisation en laboratoire et à des intervalles réguliers jusqu'à leur date d'expiration. Les réactifs volumétriques nécessitent des instructions supplémentaires dans la procédure de préparation, qui traite de la normalisation du réactif de sorte que lorsque celui-ci est utilisé, les données produites à partir de celui-ci puissent être correctement calculées. Et qu'en est-il des normes d'étalonnage pour usage général? Comparez ces deux contenants. Celui de gauche est clairement étiqueté, donnant la date d'expiration et les détails de référence, alors que ces informations vitales manquent sur celui de droite.
Les normes de référence nécessitent une attention particulièrement spéciale pour garantir leur qualité continue. Par exemple, si le matériau est sensible à l'oxygène, assurez-vous que le conteneur a une fermeture efficace. Et, bien sûr, il ne faut jamais le laisser sans son couvercle. Il doit exister des preuves documentaires concernant la source des normes de référence et la certification pour montrer que le matériel est conforme à sa spécification, y compris les résultats réels des tests effectués. Les étalons de référence primaires sont coûteux, il est donc courant de préparer un étalon secondaire en analysant un lot de production de matériaux par rapport à un étalon primaire suffisamment de fois pour pouvoir attribuer une force précise à un lot particulier de matériaux. Mais gardez toujours à l'esprit que la validation documentée et la traçabilité d'une norme de travail sont tout aussi importantes que pour la norme de référence primaire elle-même. Vous devez être capable de retracer pour montrer que vous avez attribué soit la puissance, soit l'essai, soit un autre paramètre clé en le comparant à l'étalon de référence. Prenez bien soin de vos normes car elles sont l'une des pierres angulaires de vos tests. C'est une mauvaise pratique de laboratoire, par exemple, de laisser un étalon sur le banc alors qu'il est clairement indiqué, à conserver en dessous de 0 degrés centigrade. Et ne jamais conserver un standard dans une bouteille transparente, évidemment, lorsqu'il doit être protégé de la lumière. Des règles similaires s'appliquent en termes de GLP à l'entretien des organismes de contrôle standard, qui doivent être fournis par des collections de cultures reconnues afin de garantir que la pureté et la fiabilité sont maintenues. Les procédures opérationnelles standards et les méthodes d'analyse seront clairement établies pour tout travail effectué dans un laboratoire de contrôle de qualité, y compris l'équipement à utiliser, comment il doit être utilisé, l'ordre dans lequel chaque opération doit être effectuée, et ainsi de suite. Il existe des règles bien établies qui déterminent la préparation, le format et l'émission des procédures et des méthodes d'analyse. 1. Ils devraient être identifiés par un numéro de code unique. 2. Il devrait y avoir une indication des dates d'examen futures. 3. Ils doivent être autorisés au niveau approprié. Et, bien sûr, ils doivent être datés. Les modifications manuscrites aux méthodes et procédures doivent être évitées autant que possible, ou si elles sont absolument nécessaires, elles doivent également être validées, autorisées, datées et toujours écrites à l'encre. Dans le cas d'un changement permanent, le document modifié à la main devrait être remplacé dès que possible par une nouvelle version préparée et autorisée. Avant tout, c'est une règle de base des GLP que vous ne vous écartez jamais des procédures et méthodes d'analyse standard car si vous le faites, cela invalidera les résultats. Disons que la méthode requiert de broyer 20 comprimés. C'est du travail difficile, tu penses. Alors vous décidez de moudre 10. En ce qui vous concerne, les résultats devraient être les mêmes. Peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'ils ne le feront pas. Le point est que tu ne suis pas correctement la méthode. Si jamais vous n'êtes pas sûr d'une procédure, parlez-en à votre supérieur. Je pense que vous serez d'accord pour dire qu'il est bien préférable de consulter plutôt que de continuer sans tenir compte des autres. Peut-être que la formulation est un peu ambiguë et qu'elle nécessite d'être révisée. Disons que la méthode nécessite un test de dissolution et se réfère à la pharmacopée britannique édition de 1980. Les résultats pourraient être totalement différents si le même test était effectué comme spécifié dans l'édition mise à jour de 1988, car cela ne fait pas nécessairement référence au même équipement. Voici une situation différente. Mesurer les zones d'inhibition comme moyen de calculer la teneur en antibiotiques d'un échantillon. L'essentiel est qu'il doit s'agir d'une culture purement sensible aux antibiotiques qui montrera une inhibition de croissance en présence de petites traces d'antibiotiques. Utilisez toujours un équipement ou un appareil pour effectuer un test tel que spécifié dans la méthode. Assurez-vous qu'il est propre et fonctionne correctement, et que les registres de calibration sont à jour.
Même les méthodes les plus sophistiquées produiront des résultats inexacts s'il y a la moindre déviation des procédures d'exploitation standard. Maintenant, c'est un système entièrement informatisé pour l'analyse microbienne des vitamines. Cependant, si la machine n'est pas soigneusement lavée entre les essais, il y a un risque que tout résidu restant d'un lot contamine presque certainement le lot suivant. Mais quel que soit le test, supposant qu'il a été effectué correctement et vérifié, vous avez maintenant un résultat final qui doit être évalué, et il y aura une procédure claire pour évaluer les résultats, probablement par rapport à une spécification. Cela signifie que des spécifications d'assurance qualité doivent être établies pour toutes les matières premières, les matériaux d'emballage, les intermédiaires et les produits finis. Le système doit également garantir que les méthodes et les spécifications utilisées seront à jour et autorisées au niveau approprié. Et qu'en est-il de la précision des résultats de test? Disons que vous réalisez un essai où la spécification indique une puissance minimale de 95%, et qu'elle ressort à 95,1%. C'est dans les spécifications, mais de justesse. Alors, que feriez-vous? Eh bien sûr, les résultats devraient être investigués. Si elles sont en dehors de la plage normale, une explication doit être donnée et portée à l'attention de la supervision, ainsi qu'à la personne qui libère le matériel. Par-dessus tout, si vous devez effectuer des essais en réplique, vous devez donner une raison afin de répondre aux critères d'acceptation comme condition d'approbation finale et de libération. Après avoir effectué une analyse, les données doivent être enregistrées, et il est vrai de dire que l'analyse la plus sophistiquée par l'analyste le mieux formé est inutile si les résultats ne sont pas vérifiés et correctement enregistrés. Les procédures d'évaluation des résultats d'une analyse doivent être strictement respectées, et tous les résultats, bons ou mauvais, doivent être enregistrés pour garantir que nous avons l'intégralité de l'historique d'un lot. Si les documents originaux sont incomplets, toute revue ultérieure peut conduire à de mauvaises conclusions, avec potentiellement des conséquences très embarrassantes. Cela ne reflète pas seulement mal notre performance, cela peut également nuire à notre réputation. En effet, selon la FDA, la tenue des registres de laboratoire émerge comme un problème clé. Mais pas seulement, ils insistent également sur la nécessité de fournir une historique précis, étape par étape, des tests en cours et du produit final. N'oubliez pas non plus que toute transcription de données, comme le transfert de registres écrits à l'ordinateur, doit être vérifiée. Voyez-vous, des données et des résultats précisément enregistrés sont essentiels pour contrôler l'efficacité du baromètre. Un rapport analytique comprendra généralement le nom du produit, le numéro de lot ou de lot, le numéro analytique, tous les détails des données de test avec des informations explicatives telles que la référence à l'équipement et aux méthodes de test utilisées, le numéro de référence de toute norme utilisée, et la signature de l'analyste, ainsi que du vérificateur. Au total, cela représente une piste d'audit claire pour l'échantillon testé. Les corrections et modifications manuscrites doivent être conformes aux normes acceptables. En d'autres termes, si vous devez apporter une correction, biffez l'entrée originale avec une seule ligne de manière à ce qu'elle reste lisible, puis signez et datez l'entrée modifiée. Dans le cas des données critiques, donnez toujours une raison à la modification. Donc, c'est un exemple de mauvaise pratique de laboratoire. En d'autres termes, n'essayez jamais de modifier une entrée. Avant tout, n'effacez jamais une entrée avec une étiquette ou du liquide correcteur ou tout autre moyen d'effacement. Les données manuscrites doivent être à jour, complètes, précises et lisibles, et elles doivent être écrites à l'encre. En fait, il devrait être possible pour quelqu'un de reprendre le travail d'un analyste à tout moment et de voir précisément à quel stade il en est. Les registres pour le test de stabilité doivent inclure les conditions de stockage, la température de stockage, la durée de stockage, les références de méthodologie et une description du contenant. Une autre règle fondamentale de bonne pratique de laboratoire de contrôle est qu'un document principal ne devrait être rempli qu'une seule fois. En d'autres termes, évitez d'utiliser des bouts de papier ou tout ce qui vous tombe sous la main,
puis transférer les informations sur les principaux documents à un moment plus propice. Il est vrai, bien sûr, que les manuels de laboratoire sont toujours largement utilisés. Ces deux-là, cependant, sont des documents primaires et doivent être conservés avec d'autres documents de laboratoire. Gardez toujours à l'esprit que les inspecteurs réglementaires sont tout aussi susceptibles de demander des informations secondaires ainsi que les documents principaux tels que la concentration d'une solution volumétrique, les vérifications de balance, et ainsi de suite, qui ne sont normalement pas inclus avec le dossier de l'eau. Et qu'en est-il des signatures? Les registres de laboratoire sont incomplets et pratiquement inutiles sans signature, car comment pourrait-on savoir si la personne qui a effectué l'entrée a été correctement formée à ce test particulier et a compris les implications de suivre la bonne méthode? Ensuite, tous les résultats des tests analytiques doivent être vérifiés. Cela signifie que l'identité de la personne vérifiant les entrées doit également être enregistrée. Avant tout, les documents de laboratoire doivent toujours être traités avec respect. Des lots de résultats ressemblant à cela, avec des pages recourbées sur les bords ou donnant l'impression qu'elles ont été utilisées comme bloc-notes, pourraient donner l'impression que la personne responsable était aussi négligente avec les tests qu'elle l'était avec les documents. Bien sûr, beaucoup de documentation est aujourd'hui informatisée, et il est très facile de supposer que les données générées par ordinateur doivent être correctes, mais vous savez ce qu'on dit. Des déchets dedans, des déchets dehors. Les entrées incorrectes généreront des données invalides. Un autre aspect des résultats générés par ordinateur est que le logiciel aurait été validé en utilisant un équipement spécifique. Cela signifie, par exemple, que si vous avez besoin d'utiliser une balance, vous ne pouvez pas simplement remplacer un Mettler par un Sartorius car le programme informatique est lié à un type et une marque particulier de balance, et validé pour cet arrangement. Rappelez-vous également que les mots de passe personnels utilisés sur le système informatique doivent être maintenus en sécurité car ils seront liés à un niveau d'autorité sur ce système, et ils doivent être régulièrement modifiés car vous ne gardez évidemment pas votre mot de passe personnel pour la vie. Un dernier point. Tous les enregistrements de laboratoire doivent être stockés en toute sécurité afin qu'ils soient facilement accessibles, que ce soit sur papier, microfilm ou disque, car en cas de plainte d'un client, la première chose que nous faisons généralement est de consulter les enregistrements de laboratoire. Mais il y a une autre raison. Il peut y avoir des implications supplémentaires de la responsabilité du produit. Voyez-vous, de nos jours, si un consommateur a subi des dommages qui sont supposés être attribuables à un produit défectueux, le fabricant peut être poursuivi jusqu'à 10 ans après la fourniture du produit. En somme, cela signifie que le personnel du laboratoire de contrôle de l'assurance qualité doit travailler pour reconnaître les normes BPL et suivre les règles de bonne pratique de laboratoire de contrôle. Ne pas le faire pourrait être très sérieux en effet. Un laboratoire est un endroit potentiellement dangereux pour travailler, avec des produits chimiques, des substances inflammables et toxiques, des micro-organismes dangereux, des équipements électriques, et beaucoup de verreries. La bonne pratique de laboratoire et la sécurité se chevauchent à plusieurs égards. Par exemple, c'est une règle de base que vous devez porter les vêtements de sécurité appropriés fournis, comme stipulé dans les procédures opérationnelles standards, et ils doivent être portés correctement. Deuxièmement, l'accès à un laboratoire de contrôle devrait être limité à ceux qui sont autorisés à y être, et pour des raisons autorisées. Cependant, le premier sujet que nous allons examiner concerne la manipulation et l'élimination sécuritaire des déchets de laboratoire, certains d'entre eux pouvant être particulièrement dangereux. Si vous ne prenez pas les précautions nécessaires, cela peut être dangereux à avoir autour et potentiellement dangereux à se débarrasser aussi. Il doit y avoir des dispositions appropriées pour le stockage sur des déchets dangereux en attente d'élimination.
de nombreuses substances médicamenteuses doivent être soigneusement séparées les unes des autres, et l'élimination des supports biologiques et des médicaments contrôlés requiert des procédures particulièrement rigoureuses. Il y aura des procédures clairement définies pour l'élimination sécurisée de tous les résidus, qu'il s'agisse de déchets d'échantillons, de produits chimiques, de solvants, de réactifs, ou même de matériaux non dangereux. Alors, pour votre propre sécurité et celle des autres, vous devez suivre les procédures établies. Si la responsabilité de laver la verrerie de laboratoire incombe à quelqu'un d'autre, vous devez toujours vous assurer qu'elle ne contient pas de déchets dangereux non identifiés. Souvenez-vous toujours, leur protection est votre responsabilité. N'oubliez pas non plus que très souvent, ceux qui lavent la verrerie n'auront pas vos connaissances techniques. Ça peut sembler assez innocent, mais ça pourrait être hautement toxique ou corrosif. Si un liquide est accidentellement renversé d'un conteneur non identifié, personne ne saurait immédiatement comment le gérer ou le jeter, et par conséquent, tout retard dans la gestion de ce déversement pourrait avoir de graves conséquences. Tout aussi important est l'élimination sécurisée des déchets biologiques. Il doit être autoclavé à la température correcte et pendant la durée spécifiée. Cependant, si le système ne fonctionne pas correctement et que l'autoclave ne parvient pas à atteindre la température spécifiée, cela signifie que lorsque les échantillons sont retirés, les organismes peuvent toujours être vivants et continueront à se multiplier très rapidement avec des conséquences potentiellement graves. Et si vous travaillez sur un produit ou un matériel qui pourrait avoir un effet biologique sur le corps humain et que vous ne le jetez pas de la bonne manière, il y a un risque évident pour vous-même et pour les autres. Un exemple plus courant de mauvaise pratique en laboratoire est l'élimination indifférente des déchets dans l'évier. Cette façon désordonnée de se débarrasser des substances toxiques ou dangereuses pourrait entraîner une grave pollution environnementale. Nous allons maintenant nous tourner vers les accidents, et la majorité des accidents dans un laboratoire de contrôle de qualité sont généralement causés par du verre cassé. La verrerie de laboratoire peut être très fragile, et donc il faut la manipuler avec un soin particulier car cela contribue à prévenir le risque d'un accident grave. La verrerie ébréchée ou cassée doit être soigneusement jetée, mais assurez-vous de la mettre dans le bon conteneur de déchets afin d'éviter tout risque de blessure à la personne dont la tâche est de vider le conteneur. Toujours sur le sujet de la sécurité et de la verrerie, il est dangereux de remplir une pipette en aspirant avec votre bouche, notamment dans un laboratoire de microbiologie. Utilisez toujours un dispositif de remplissage de pipette. Un risque constant dans un laboratoire chimique est un déversement accidentel. Lorsqu'il se produit, qu'il s'agisse d'une poudre ou d'un liquide, il doit être nettoyé immédiatement conformément à la procédure établie pour traiter les déversements. Ce n'est vraiment pas suffisant de l'éponger avec un mouchoir, par exemple, puis de le jeter dans une corbeille à papier. Le tissu est maintenant contaminé et pourrait donc représenter un danger potentiel pour les autres. Même une goutte d'une pipette sur un banc pourrait être grave si l'un de vos collègues s'appuie dessus. Alors nettoyez immédiatement tout égouttement après qu'il se produise, et deuxièmement, évitez l'habitude de vous appuyer sur les bancs. Pour éviter que les éclaboussures d'acide n'atteignent votre peau ou vos vêtements personnels, vous devez porter des vêtements de protection appropriés au travail que vous effectuez, et ils doivent être correctement portés avec les boutons attachés et les manches baissées, des gants, et des lunettes de sécurité ou lunettes de protection. Et un point à souligner, d'ailleurs, est que les écrans latéraux des lunettes de sécurité ne devraient jamais être enlevés. Si des équipements de sécurité supplémentaires sont nécessaires, tels que la protection intégrale du visage, assurez-vous qu'ils sont disponibles. Si ce n'est pas le cas, ne commencez pas le travail, mais informez votre superviseur. Bien sûr, des accidents peuvent survenir, comme atteindre ou se pencher sur la flamme d'un brûleur maçon non lumineux, sans se rendre compte qu'il est allumé simplement parce que la dernière personne à l'avoir utilisé a omis d'ajuster l'apport d'air au point où la flamme est clairement visible. Qu'en est-il de cette situation, secouant un séparateur contenant un mélange de solvant et d'acide? Si c'est fait trop vigoureusement, la pression peut faire sauter le bouchon avec une force explosive, et pouvez-vous imaginer les conséquences? La procédure correcte, bien sûr, consiste à être moins vigoureux et à relâcher la pression à intervalles réguliers, de manière contrôlée.
Nous passons maintenant au sujet du bon ménage. La bonne pratique de laboratoire et le bon ménage se complètent. Vous ne pouvez vraiment pas avoir l'un sans l'autre. Mais que voulons-nous dire par bonne gestion du ménage? Cela signifie travailler sur un banc propre, sans encombrement, avec suffisamment d'espace pour tout ce que vous avez à faire. Cela s'applique non seulement à votre propre espace de travail, mais aussi aux zones communes du laboratoire, même si vous pouvez avoir l'impression que ce n'est pas votre responsabilité de garder l'endroit propre et rangé pour les autres. Ne laissez jamais de verrerie sur le banc à partir de la détermination précédente, avec l'excuse qu'il n'y avait pas de temps pour la laver et la ranger. Le seul matériel sur le banc devant vous devrait être pour le travail que vous faites à ce moment-là. Ce n'est pas ce que nous entendons par GLP. Des flacons, des contenants et des produits chimiques partout. Renversés en un, ils tomberont tous comme des dominos. Mais imaginez ce qui pourrait se passer si l'une d'elles contenait une solution concentrée d'une substance toxique ou corrosive. Cela pourrait se renverser sur vous, sur un collègue, et partout sur la surface de travail. Quoi que vous fassiez, en particulier s'il y a un risque potentiel, pensez toujours à la protection de quiconque travaille sur le banc voisin ou à proximité de vous. Vous ne voudriez pas les mettre en danger, n'est-ce pas? Toujours traiter les produits chimiques avec respect. C'est une mauvaise pratique, par exemple, d'utiliser des produits chimiques dans le laboratoire ouvert simplement parce que c'est plus pratique de cette façon au lieu de les emporter à la haute vapeur. Et cela soulève un autre point. Les hautes aspirantes doivent toujours être maintenues dans un état conforme à la bonne pratique de laboratoire. Trop souvent, ils ont tendance à être encombrés, en supposant que s'il est là, c'est sûr. Mais est-ce que c'est le cas? Pour travailler dans un environnement sûr, il doit être propre et ordonné, et cela est d'autant plus vrai dans un laboratoire. Posez-vous toujours cette question, y a-t-il quelque chose de dangereux dans ce que je fais? Et si vous pensez qu'il y en a, arrêtez de le faire, ou faites-le de la bonne manière. Il est également très incorrect, bien sûr, d'apporter de la nourriture dans un laboratoire. En effet, c'est une règle de base des BPL que l'on ne doit jamais fumer, manger et boire dans un laboratoire. C'est une mauvaise pratique et potentiellement dangereux. Voici un autre point. Des normes élevées d'hygiène personnelle sont essentielles pour tout le personnel de laboratoire. Pour citer le guide des BPF de la CE, les procédures relatives à la santé, aux pratiques d'hygiène et aux vêtements doivent être comprises et suivies de façon très stricte par toute personne dont les fonctions les conduisent dans les zones de production et de contrôle. Enfin, quelques mots sur le règlement Koch. C'est-à-dire le contrôle des substances dangereuses pour la santé car cela concerne tout le monde qui travaille dans un laboratoire de contrôle qualité pour votre propre sécurité et bien-être ainsi que vos collègues. Tous les fournisseurs de matériaux potentiellement nocifs pour la santé sont légalement tenus d'étiqueter les marchandises avec un avertissement approprié et de fournir des données de sécurité qui mettent en évidence les dangers du matériel. Les informations concernant les substances dangereuses devraient être facilement accessibles pour vous. Il doit être sous une forme lisible, et il doit être lu. Même si vous avez peut-être travaillé avec le même matériel pendant des années, ne présumez jamais que vous connaissez les risques. Cela pourrait être dangereux. Les données de sécurité d'hier ne sont pas toujours les mêmes qu'aujourd'hui. Les questions de sécurité évoluent constamment pour refléter les informations actuelles. Peut-être que le matériel a depuis été trouvé pour avoir des effets secondaires qui n'étaient pas précédemment reconnus. C'est également une exigence légale qu'une évaluation soit effectuée de toutes les substances qui peuvent être nocives pour la santé, et un employeur est légalement obligé de s'assurer que des mesures de contrôle appropriées sont fournies et que les employés sont correctement formés sur comment les utiliser. Il incombe également à tous les employés une obligation de faire pleinement usage des mesures de contrôle mises à disposition, de suivre les instructions qu'ils ont reçues, de respecter les règles d'hygiène personnelle, et surtout, de signaler rapidement à la direction tout défaut qu'ils constatent en ce qui concerne la prévention ou le contrôle de l'exposition à des substances dangereuses pour la santé. Si vous estimez qu'une situation se développe dans le cadre normal de votre travail, qui, à votre avis, représente un risque potentiel pour la santé, il est de votre responsabilité d'évoquer le problème dès que possible afin qu'une action corrective appropriée puisse être prise. Enfin, un mot sur la formation,
qui, par nécessité, doit être un régime continu pour rester à jour avec l'équipement à jour. Les techniques, systèmes et procédures analytiques évoluent constamment, s'améliorent, avancent et deviennent de plus en plus sophistiqués. Être bien informé et compétent vous aidera à maintenir les hauts standards que la nature même de votre travail exige. Comme il est indiqué dans le guide de l'CE sur les bonnes pratiques de fabrication, une formation doit être assurée pour tout le personnel dont les fonctions les amènent dans les zones de production et dans les laboratoires de contrôle, et il souligne un autre point important. Le concept d'assurance qualité et toutes les mesures capables d'améliorer sa compréhension et sa mise en œuvre seront pleinement discutées pendant la session de formation. Dois-je en dire plus ?